Salam alaikum à tous, bonjour, bonsoir. Alors, un format un peu spécial et un sujet très particulier aujourd'hui, puisqu'on va parler du rapport entre la France et l'Algérie, de la période coloniale de l'Algérie, ce qu'on appelait l'Algérie française, une longue histoire qui a duré 130 ans, qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 60 ans, et qui a un impact encore très fort dans la société française aujourd'hui, puisque oui, on peut le dire, la France est malade de l'Algérie dans la mesure où 25% des Français, c'est énorme, c'est un quart de la population, a un lien direct avec cette histoire. Donc, bien évidemment, les descendants de l'immigration post-coloniale qui ont vécu dans leur chair directement cette histoire, puisque sur le dernier épisode de la guerre d'Algérie qui a duré 8 ans, il y a eu 1,5 million d'Algériens qui ont été tués, essentiellement des civils. Chaque famille algérienne donc, a perdu au moins un de ses proches. Vous avez bien sûr 1 million de rapatriés d'Européens d'Algérie, de pieds noirs, qui, pour certains, ont vécu une histoire qui a duré 5 générations. Donc c'est énorme, 5 générations, qui ont des ancêtres enterrés dans cette terre et à qui on a dit que l'Algérie était française à jamais et qui ont été arrachés douloureusement à leur terre. Vous avez les Juifs d'Algérie qui étaient algériens depuis, pour certains, depuis 3000 ans, ou qui étaient algériens à part entière, qui faisaient partie de l'histoire de cette terre et qui ont été, suite à cette guerre, euh, arrachés également à leur terre. Vous avez l'histoire dramatique des Harkis, l'histoire des Harkis, donc ces gens qui, de gré ou de force, ont choisi le camp de la France et ont été lamentablement abandonnés, se retrouver dans des conditions tout à fait précaires en France. Donc voilà, alors il y a un témoin vivant de cette histoire qui est ni plus ni moins que mon père, qui vient d'avoir 87 ans, qui a été un témoin actif, puisqu'il s'est engagé très jeune dans la résistance contre le colonialisme et pour l'indépendance de l'Algérie. Et il y a un fait particulier qui va être intéressant, c'est qu'il a vécu la guerre d'Algérie en Algérie de 1954 à 1959 et de 59 à 1962 en France au sein de la Fédération française du FLN, dans lequel il était acteur directement. Donc son témoignage est très important parce qu'il va nous permettre de nous éclairer sur différents points, et notamment les exactions et les massacres de masse. On sait que le journaliste Apathy, Jean-Michel Apathy, a subi l'opprobre parce qu'il a osé parler de centaines de Radour-sur-Glane. Donc on va poser la question, on va voir à travers les faits vécus directement par un témoin de son temps, si ces massacres ont eu lieu, dans quelles conditions, est-ce qu'il a été témoin lui-même directement de ces massacres commis. Bon, s'il y a eu 1 million de pieds noirs d'Européens qui, encore une fois, avaient 5 générations là-bas, ont quitté cette terre, c'est parce qu'il y a un degré de violence extrêmement élevé qui était atteint et qui faisait que le vivre ensemble était devenu impossible. Voilà. Donc si ce sujet est devenu un tabou en France et si l'État français encore aujourd'hui a du mal à en parler, c'est parce que la République a beaucoup de mal à se regarder en face, à assumer cette histoire. Et on va comprendre à travers cette interview, c'est le but de comprendre pourquoi et comment, et en tirer les conséquences. Voilà, ce que je tiens à préciser également, quelque chose de très important, c'est que mon père a vécu plus de quasiment 60 ans en France, et je n'ai jamais entendu de sa part un seul mot de haine, malgré cette histoire douloureuse, au contraire. Et on va se comprendre pourquoi également de son point de vue. Il n'a pas conservé de haine. On va voir à quel point également au sein du peuple français, il y avait des gens qui étaient impliqués, qui ont participé directement à la lutte d'indépendance pour l'Algérie, voilà, qui ont participé activement. Donc voilà des éléments qui laissent à penser qu'il est possible, en dehors de toute forme de haine et de rancœur, de poser les choses, de dire les choses, de les regarder en face en vue de les exorciser et enfin de pouvoir construire un vivre ensemble qui jusqu'à présent n'est pas possible puisque les gens vivent en face des uns des autres parce que la France n'a pas été tout simplement décolonialisée. Imaginez que si l'Allemagne n'avait pas été dénazifiée, comment l'amitié franco-allemande aurait pu exister? Ça aurait été purement impossible si évidemment les Allemands se réclamaient fièrement d'une histoire héroïque du Troisième Reich. C'est parce que l'Allemagne a été totalement dénazifiée, a osé regarder son histoire en face, qu'elle a pu surmonter et en faire en sorte de ne plus jamais revivre cela. Ce travail n'a jamais été fait en France. On a préféré mettre une chape de plomb. L'objectif, évidemment, de tout à chacun, c'est de briser ce tabou, de pouvoir en discuter librement, regarder les événements en face, en vue tout simplement de pouvoir les dépasser et guérir ces blessures, ces plaies qui restent ouvertes et qui resteront ouvertes
tant que cette situation de silence et de volonté encore une fois, d'oublier sans exorciser continue. Voilà, alors sans plus attendre, on va démarrer. Donc d'abord, te présenter. Donc tu t'appelles Abdelkader Ben Abdelkader. Tu es né le 3 avril 1938 dans un village qui s'appelle Gaada, qui est au sud d'Oran, à 40 km d'Oran à peu près, qui est donc dans l'Oranie. Alors, tu es issu, je suis issu, puisque je suis ton fils, bien évidemment, d'une tribu particulière qui s'appelle la tribu d'El Maja. Les Maja, c'est une tribu donc de cette région de Mascara, qui appartient à la wilaya de Mascara. Donc, El Ghada, qui sont des tribus qui ont marqué l'histoire de l'Oranie, parce que c'est les tribus dont sont issus l'émir Abdelkader. L'épopée de l'émir Abdelkader, donc 17 ans de résistance à l'invasion de l'Algérie en 1830. Donc 17 ans de résistance qui a démarré les premiers massacres, puisqu'on estime que 80% des populations de l'arrière-pays oranais ont été exterminées. Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 3 millions d'Algériens. On estime que sur 3 millions, il y a plus d'1 million d'Algériens qui ont été tués pendant la conquête. La conquête qui s'est déroulée pendant 70 ans et qui ne s'est jamais arrivée, donc qui ne s'est jamais arrêtée. En fait, de 1830 à 1900, c'était effectivement région après région des combats. Et dans l'Oranie, ça a duré 17 ans avec des massacres de masse, les enfumages. Voilà, puisqu'on estime encore une fois 80% de la population a été rayée de la carte. Donc tu fais partie de ces survivants de cette tribu de Maja qui après, donc dans la période coloniale, la résistance n'a jamais cessé pour terminer par ce qu'on appelait donc la guerre d'Algérie, où là aussi, en puisant dans leurs valeurs ancestrales, les Majas se sont soulevés et ont payé un lourd tribut pour leur libération. Alors ces Majas, ils sont connus par leur histoire, puisqu'il s'agit d'une tribu idrisside de l'ouest algérien. Idrisside parce qu'ils se réclament de l'ascendance idrisside, dans le sens où Idriss, ayant quitté l'Orient, s'est réfugié au Maghreb. En tant que descendant du prophète, il était pourchassé par les dynasties régnantes en Orient. Et donc Idriss, qui est considéré comme le fondateur du Maroc, donc qui est passé par l'Algérie auparavant, et cette tribu, donc El Maja, est descendant d'un descendant d'Idriss. Elle a été nomade pendant longtemps. Elle a nomadisé, notamment dans le désert, y compris du côté du Sahara marocain, avant de remonter vers l'ouest algérien, la région de Mascara, pour se poser à El Ghada et se sédentariser autour de El Ghada. Voilà. Alors, on va démarrer cette histoire, donc, à un moment où tu es né, 1938. Donc, quand tu es enfant, démarre la Deuxième Guerre mondiale. Et tu es directement impacté, toi et ta famille, par cette guerre, puisque tu as un frère, ton frère aîné, qui va être mobilisé et qui va partir défendre la mère patrie. C'est comme ça qu'on présentait les choses à l'époque, contre l'armée allemande. Alors, donc, vous étiez 4 frères, 2 sœurs. Tu es le plus jeune de la fratrie. Et tu as un grand frère qui s'appelait Khaddour, paix à son âme, donc qui a combattu 5 ans, c'est ça, sur le théâtre d'opération. Donc tu peux nous parler de lui quand tu étais enfant, les souvenirs que tu as de ton frère qui a été mobilisé pour aller combattre l'armée allemande dans les rangs de l'armée française. Donc qu'est-ce que tu peux dire sur Khaddour et de cette époque? Je me rappelle quand il vient en permission pour 2 jours. Quand il part, tous les parents ils pleuraient, tout, je me rappelle. Moi, j'étais jeune, le plus jeune. C'est-à-dire, on ne se compte pas compte de cette... Je compris plus tard. Et mes parents, ils pleuraient. Mon père, enfin, pas mon père allait dire que cette caractère, il pleure pas, mais ma mère, la pauvre. Ouais. Et alors Khaddour, la particularité, c'est qu'il a été prisonnier par les Allemands. 9 mois, je crois, si je ne me trompe pas. Jusqu'à quand la guerre est arrêtée, ils l'ont libéré. À la fin de la guerre, il était prisonnier dans un camp en Allemagne. Oui, il était en Allemagne. Et il s'est évadé. Il était évadé à 3, je crois, et puis c'est une boulangère qui les a donnés. Alors, avant de parler de cette histoire de la boulangère... C'est française encore, et puis elle travaille pour les Allemands. Avant de parler de ça, lui, il était dans un camp en Allemagne prisonnier. Oui. Donc, à 3, tu dis, ils se sont évadés. Moi, je connais cette histoire parce j'ai eu l'occasion, bien sûr, de connaître mon oncle de son vivant. Il m'a raconté cette histoire. Ils ont traversé le Rhin de nuit à la nage. Ouais. Et ils sont arrivés dans un petit village alsacien du côté de Rhino. Et, en habit de prisonnier et trempés par le fait qu'ils avaient traversé le Rhin
à la nage, et donc ils ont trouvé refuge auprès d'une boulangère en pleine Une nuit. Ils ont Française, tapé, en plus. tapé là-bas, oui, en Alsace, c'était les Français. Ouais. Ils ont tapé à la porte pour demander de l'aide. Ouais. Ils leur ont donné à manger, du pain, je crois qu'ils leur ont servi une boisson Ouais, chaude. non, ils ont demandé aussi la route. Ou à leur route, ils ont demandé leur chemin. Et tout de suite après cette rencontre, ils se sont fait appréhender par la Gestapo. Ils se sont fait arrêter, ça. Ils sont vers 300-400 mètres, les Allemands étaient là. Voilà, ils les ont arrêtés. Ils ont tout de suite téléphoné à la dame, ils ont téléphoné là, Il a prévenu la aux Gestapo. Allemands. Et ça, il a su que c'était cette boulangère qui les avait donnés, puisque une fois rentrés au camp, ils ont échappé à... Ils auraient dû être fusillés, normalement. Mais ils ont échappé de par leur statut d'indigènes. Ce qu'on appelait les indigènes, c'était des soldats, enfin les gens originaires des colonies, autochtones des colonies. Donc les Allemands donnaient un statut particulier aux indigènes. Dans le cadre d'une démarche politique, ils étaient traités, ils avaient un traitement de préférence qui a facilité d'ailleurs leur évasion. Et le directeur du camp, on les a épargnés, mais il leur a dit c'est la dernière fois. Et il leur a donné l'information que c'était bien cette boulangère qui avait prévenu la Gestapo et qui a permis leur arrestation. Exactement. C'était comme ça. C'est comme ça, puisque je tiens ce témoignage de mon oncle directement. Ouais. Voilà. Donc il est revenu vivant de cette Ils épopée. étaient à 5 du village, ils sont venus tous vivants. Donc 5. voilà, ils sont Il y avait revenus. aussi un autre cousin qui était avec mon frère Abdoul. Mais ce qui est pareil, c'est notre frère qui nous a raconté. Et il pleurait tous les jours. Il disait à mon frère Abdoul, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là, nous? Il nous a raconté. C'est pénible, quoi. Il y avait 5 personnes du village qui ont fait cette guerre. Qui étaient mobilisés. La guerre d'Allemagne, ouais. Donc 5 personnes de la tribu. Ouais. Et tous les 5 sont rentrés. Parce qu'il y en avait beaucoup de morts. Hein. Ouais. Beaucoup de tirailleurs, ce qu'on appelait tirailleurs algériens. Mon frère Abdel m'a dit, certains moments, on marchait sur les morts. Tellement il y avait des morts. Et ça a rencontré, je crois, 2 fois avec baïonnette de canon contre les Allemands. Baïonnette de canon, si tu vis, c'est un coup de chance. Parce que tu te défends devant toi, vient quelqu'un par derrière avec le bâton, il te plante. Alors, tu ne peux rien faire. Mais c'est un coup de chance. C'est David Al-Khair il est mort de vieillesse. Ça fait pas longtemps. Ouais, alors qu'il a connu 2 guerres. Et il a fait les 2 guerres. C'est-à-dire, il a fait, je ne sais pas, 3 ans. Il est sorti, après, ils l'ont rempli de nouveau. Remobilisé. Il a rempli tous les réservistes. Il a fait la libération il a vécu la libération de Strasbourg, notamment. De Strasbourg, ouais. Il connaît Strasbourg, il m'a parlé de Strasbourg avant que je vienne en France. Il m'a parlé de Kiel, de Strasbourg. Je me rappelle. Kiel, c'est la ville frontalière de Strasbourg. De Strasbourg, oui, c'est ça. Et donc voilà, de ce qu'on peut dire de cette époque. Donc il a connu 2 guerres parce que Khadol, il a été mobilisé donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après, quand a démarré la guerre d'Algérie, il s'est engagé très vite aux côtés de la résistance. Et il était notamment FIDA, c'est-à-dire qu'il travaillait pour la résistance dans la ville d'Oran. Parce que comme on va le voir, à un moment, la famille s'est retrouvée à Oran. Voilà. Donc, quand démarre la guerre d'Algérie, donc toi, tu es né en 1938, donc elle démarre en 1954, tu as 16 ans. C'est-à-dire quand la guerre démarre, tu as 16 ans. Et donc, tu habites dans ce village-là, El Ghada, dans l'arrière-pays oranais, qui est un endroit stratégique. La révolution va commencer très vite et tu vas avoir directement, tu vas entrer en contact, presque par hasard, par un personnage qui est rentré dans l'histoire de cette période, puisque c'est Ahmed Zabana, donc, qui est le premier guillotiné de la révolution algérienne. Donc, il y a un héros de la révolution qui était un Maji, qui était un cousin, donc qui était membre de la tribu. Et tu as une anecdote par rapport à ça, puisque vous n'aviez pas du tout entendu parler de la Révolution, personne n'en parlait, et vous étiez en contact pour la première fois avec un groupe armé. Vous étiez des jeunes, le soir, vous veillez. Oui, c'est vrai. Tu peux raconter l'histoire de cette veille où vous avez été en contact, vous êtes rentré en contact avec Ahmed Zabana. Comment ça s'est passé? On se raconte tous les soirs pour discuter, rigoler et tout. Et un jour, il y en avait un coup de signal de loin. On avait de loin un coup de signal, 3 fois. Il a signalé le mec. Avec une lampe de poche? Une lampe de poche. Ouais. Mais sûrement, une lampe de poche. Et il y en a un, il l'a regardé avec un briquet. Avec nous. Parce que on n'entendait pas des trucs comme ça, la guerre, des trucs. C'était
calme jusqu'à... Et d'un seul coup, 5 minutes là, ils étaient là. 7 personnes, ils étaient tous armés. Je me rappelle, ils avaient tous des mitraillettes, mais ils avaient des gilets-bas, mitraillettes en dessous, quoi. Tu vois pas les armes. Tu le vois juste en dessous les gilets-bas. Alors, ils sont venus, ils étaient fâchés. Hein. Ils étaient fâchés parce qu'il y en a un qui a répondu au signal. Ouais, exactement. Alors qu'eux, ils attendaient. C'est pas rigolo. Alors, parce qu'ils avaient rendez-vous avec le Parisien, justement, avec mon cousin. Alors, le Parisien, on va en parler. Le Parisien, c'est celui qui va devenir le chef, le chef de secteur lui, du FLN. Politique. Mais on reste là sur Ahmed Zabana. Ouais. Donc, parmi le groupe là qui est venu, qui est apparu en pleine nuit, parmi eux, leur chef, c'était Ahmed Zabana. Puisque c'était le premier groupe armé qui était créé dans le secteur de El Qaïda. Et donc, il y a une des premières batailles là, de la guerre d'Algérie, c'est quand ils les ont encerclés autour de la grotte de Ral Bourjlida. C'est là où ils ont encerclé le groupe. Ils ont tué un, il s'appelle Abdelkader, justement. Et c'est là où ils ont arrêté Ahmed Zabana, à ce moment-là. Et ils ont trouvé des armes. Le groupe a été décimé. C'est là où ils ont décimé un des premiers groupes de révolutionnaires dont faisait Ahmed Zabana, qui a été ensuite condamné à mort et exécuté, guillotiné. Et c'était le premier guillotiné de la révolution. Le premier, Ahmed Zabana, rahimahullah. D'ailleurs, Khaled, il a fait la chanson sur Ahmed Zabana. Oui, effectivement. Alors, effectivement, Ahmed Zabana, qui est devenu un personnage héroïque, historique, un martyr de la Révolution, qui est membre de la tribu. D'ailleurs, cette tribu de Maja, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il y a un membre de la tribu qui s'appelle Mohamed Le Khel, qui est en retraite maintenant, mais qui était professeur à la Sorbonne, à Paris, et qui a écrit un ouvrage, qui a écrit un livre qui s'appelle Maja face au colonialisme français. Moi, je n'ai pas ce livre. Ce livre-ci, on peut le trouver sur Internet en version PDF. J'essaie de retrouver le lien. Et il va effectivement répertorier l'ensemble des martyrs de la tribu El-Maja. On estime que sur plus de 530 hommes âgés de 16 ans et plus, membres de la tribu, parce que la tribu, c'était plusieurs douars. Notre famille est issue du douar Bradid, mais il y avait plusieurs douars avec le chef-lieu qui s'appelle Ain Afard, l'œil du taureau. Et il a répertorié dans ce livre, sur 530 membres de la tribu, environ 180 martyrs répertoriés, plus une cinquantaine de disparus. Donc on peut estimer que c'est la moitié des hommes qui ont été décimés pendant cette période de la guerre d'Algérie. Et ça, avant toute l'épopée coloniale qui a été un long massacre, comme je l'ai dit précédemment. Mais rien que sur l'événement de la guerre d'Algérie, c'est la moitié de la tribu qui a été des hommes qui ont été tués. Donc c'est une longue liste de martyrs qui a été répertoriée dans cet ouvrage. Donc ça montre l'état de niveau de violence, parce que ce qu'il faut comprendre en Algérie de cette guerre, et on va le voir à travers les événements que tu as vécu, toi directement, dont tu as été un témoin oculaire de cette période 54-59, puisqu'on va le voir en 59, tu rejoins la France, la métropole, mais de 54 à 59, le niveau déjà de violence qui a été atteint en Algérie, et ça a été une vraie guerre. Et d'ailleurs, les chiffres officiels de l'armée française, c'est 26 000 soldats français tués, plus bien sûr un nombre très important de blessés. 26 000 soldats, c'est pas rien. Ça montre effectivement le niveau d'engagement de toute une population pour arracher sa libération. C'est pour ça qu'il est faux de dire que, comme certains veulent déformer l'histoire, dire que la France a donné l'indépendance. Elle n'a pas donné l'indépendance. L'indépendance a été arrachée à la France par un sacrifice énorme, qui est d'ailleurs, on peut le dire, unique en son genre. Si Jean-Michel Apathy a totalement raison de dire que ça ne ressemble à aucune autre histoire de décolonisation, parce que la particularité de l'Algérie, c'était une colonie de peuplement. Et encore une fois, on parlait d'Européens d'Algérie, parce qu'il y avait finalement très peu de Français de souche qui ont été colons en Algérie. C'est essentiellement des populations issues du bassin méditerranéen, d'Espagne, de Malte, d'Italie, des Français de métropole, mais très peu au final. Et donc ces Européens d'Algérie qui étaient naturalisés français immédiatement, alors que les Algériens musulmans étaient soumis à un statut de l'indigénat, un code de l'indigénat, donc qui faisait d'eux des indigènes, des citoyens de seconde zone qui n'avaient pas accès à tous les droits, de loin pas. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre et de voir à travers ta propre histoire, puisque tu as été un témoin oculaire de ces événements. Donc on revient au premier contact avec un groupe armé, donc le groupe de Zabana, qui a très vite été décimé. Et ensuite, un cousin qui va reprendre le flambeau, qui va devenir chef de secteur et qui va organiser la révolution armée dans ce secteur,
qui s'appelle, comment il s'appelle, Ahmed, c'est ça? Ahmed Ben Abdelkader Ahmed, c'est un Voilà, ton cousin. Ben Abdelkader. Donc, dis-le, son surnom, c'est comment? Son nom de guerre, comment il Ahmed, est? le Parisien. Alors, pourquoi le Parisien? Parce Pourquoi c'est qu'il a son... les yeux bleus. Allez, les yeux bleus, oui. C'est vrai que j'ai connu son fils. J'ai connu son fils Taïeb. Il a un certain Taïeb. Il est mort, Mskin. Ouais, Il est mort jeune. j'ai connu son fils, moi, en Il 1985. est mort jeune. Et on m'a dit qu'il ressemblait beaucoup à son père. Et il avait effectivement les yeux bleus, grand de taille, mince, les yeux bleus. Et donc, le Parisien. Donc, le Parisien qui va prendre le flambeau et qui va organiser Al-Ghada est dans sa région, qui va organiser la révolution. Donc, l'histoire de ce Parisien, oui, qui d'ailleurs dans le livre de l'universitaire, il tient un rôle central. L'histoire de comment dire, de ce résistant, c'est qu'avant avant le début de la guerre, il avait pris la clandestinité puisqu'il était ce qu'on appelle coupeur de route, bandit de grand chemin, puisqu'il rançonnait en fait il rançonnait les colons. Et il avait déjà pris la clandestinité avant même. Il y avait une tradition en Algérie effectivement de bandits de grand chemin qui vivaient dans la forêt, dans la forêt et qui organisaient comme les Robins des Bois, en fait. Des Robins des Bois qui rançonnaient les colons, les membres de l'administration, et voilà, qui étaient protégés par les populations locales, parce qui étaient considérés qu'il y avait une image déjà héroïque. Et donc, il avait une longue expérience de la clandestinité et de fait des armes. Et donc, quand la révolution commence, tout naturellement, il s'engage pour la révolution. Et c'est lui qui va organiser les groupes armés dans le secteur, c'est ça? C'est vrai, c'est vrai. Et donc... C'est vrai, c'est dans 3 heures par 24 heures, c'est bon. D'accord. Il courait toute une nuit. Skin pour la révolution, il a fait son possible. Et justement, et alors c'est lui qui va te recruter. Tu vas travailler... Moujahidine, tellement qu'il était nerveux, ils sont peur de lui. Alors, ce qu'on appelle les Moujahidines, pour préciser, c'est le nom donné Moujahidine, ça veut dire combattant de la religion. Combattant de la religion. Les Moujahidines, c'était les résistants, ce qu'on appelait résistants, en arabe, ils étaient appelés les Moujahidines. Alors, tu vas t'engager auprès du Parisien, c'est ça? Auprès de ton cousin. Tu as 16 ans quand la révolution démarre. Ouais. Ton rôle, ça va être quoi ton rôle au début, quand tu vas t'engager? C'est quoi ta fonction? Écoute, je me rappelle, la première fois qu'ils sont venus à 3 pour organiser, et je me rappelle, ils sont rassemblés à la mosquée. On avait un mosquée à Gada. Et là, il y a 3 personnes qui sont venues. Ils nous ont envoyé une personne du village, quoi. Il est venu, il a dit, vous venez à la mosquée. On a besoin de vous. On a ramassé tout le village. Hein. Et on est rentré à la mosquée, on a trouvé les 3 Moujahidines. On n'a rien compris encore. Et après, le mec, il a parlé, il a dit, voilà, nous sommes des révolutionnaires, on veut libérer notre pays, l'Algérie, mais on a besoin d'argent. Il faut que, à partir d'aujourd'hui, il faut que vous nous aidiez 35 francs par mois, par maison, quoi. 35 francs par mois. Et puis, on a besoin de vous aussi. Moujahidine, quand il vient ici, il faut quand même vous les aider, vous l'héberger, vous le donner à manger. Et soyez sûr que l'Algérie sera libre. Vous pouvez compter sur nous. Il y avait 3 personnes. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça, oui. Ça, c'est le commencement. Et après, il a dit à partir de le mois prochain, le premier groupe, ils sont arrivés. Alors, il est arrivé d'où ce groupe? Parce que... Oui, un groupe avec... il venait du Maroc. Ah voilà, parce que vous, en fait, le village Gada, il faut le savoir, c'était sur la route. Il y avait à Oujda une grande base de la LN au Maroc. Il y avait 2. Nador et Oujda. Oujda et Nador, une grande base de la LN, de l'Armée de Libération Nationale. Ouais. Et au début de la guerre 54-55, quand ça s'organisait, jusqu'en 56, il y avait même ce qu'on appelait des Katiba, des bataillons entiers qui venaient du Maroc. C'est vrai, ils venaient du Maroc. Personne n'a compris. On dirait qu'ils ont des ailes. Ils sortent du Maroc, après ça, la Maghreb. Au coucher du soleil. Eh oui, 4 heures du matin, ils sont chez nous. Avant le Fajr, donc tu avant la première. Du Maroc, le Gada, 4 heures du matin, ils sont chez nous. Et puis, chaque village, il faut qu'il y ait des gens qui surveillent, quoi. Moi, chaque village, il y en a 2. Un agent de liaison. Voilà.
dans la route. Et quand il passe, le coup de signal, c'est ça. Tu fais ça, comme quoi il n'y a rien. Claquement de Il n'y doigts. a rien. Un claquement de doigts. Hein? Un claque. Ouais, Comme tu fais ça. Ah. Ouais, comment Dans la nuit noire. Ouais. Pour que les combattants ils passent, parce qu'il vient avec le village, il faut que chacun il amène un mulet ou un âne ou là, pour les armes, parce qu'ils amènent beaucoup d'armes pour 6 mois. Quand il sort les du Maroc. munitions. Quand il vient du Maroc ou de la Tunisie, il faut qu'il vienne avec les armes de 6 mois. Et les munitions aussi, c'est pareil. 6 mois, ils rentrent au Maroc. Ils se reposent et les gens, et les combattants qui sont au Maroc, ils sortent. C'est comme ça. Ils prennent la relève. Donc tout le ravitaillement, la logistique dans l'Oranie était organisé à partir du Maroc. Voilà. Et de la Tunisie aussi. Pour l'Est algérien, c'était la Tunisie. Voilà, et l'Oranie, c'était le Maroc. Le Maroc, ouais. Vous avez 2 casernes au Maroc. Il y avait en Andorre, d'après ma connaissance, enfin c'est sûr, à Oujda et Nador. Ouais. Ok. Et donc, effectivement, ton rôle, c'était en tant qu'alliant, c'était jeune, mais tu avais ce rôle de servir d'agent de logistique quand les Moudjahidines rentrent au village. Ah bah oui, et alors, comment ça se passait? Comment vous les accueillez? Ah bah, ça passait toujours bien. Le ravitaillement? Oui, le ravitaillement, tout bien. Il n'y avait pas de bousculade, par exemple. Le Moudjahidine, il vient calme, bien, pas de problème. Voilà, c'est comme ça, c'était passé. Mais vous les recevez comment? Dans des maisons? Comment ça se passe? Mais chez le Parisien. Chez le Parisien, c'est le Parisien qui... Le Parisien, sa maison, c'était une caserne, quoi. Caserne. Toujours, au début, il venait à 30-40 personnes. Ah, oui. Et il fallait les nourrir, ces gens? Ben oui, il faut les nourrir, mais ils sont payés. Et celui-là qui les nourrit, il est payé. Comme le Parisien, c'est normal. Il faut de l'argent. Ouais. Ils sont payés. Et alors toi, tu faisais les courses, c'est ça? Ça t'arrivait souvent de chercher moi j'étais coursé. Ouais. Alors tu devais chercher les courses, quoi? Au chef-lieu, puisque tu habites dans un douar. Ouais. Et du douar, tu vas aller au chef-lieu, qui s'appelle Anafad, l'œil du taureau, pour faire les courses. Oui. Et tu avais une anecdote une fois par rapport à ça, vis-à-vis parce qu'il y avait un casernement d'engagés, c'est-à-dire d'engagés, c'était des militaires français, mais des Algériens. Des Algériens. Alors, il faut distinguer les engagés et les harkis. Les engagés, c'est des gens qui étaient dans l'armée française avant la Révolution, notamment qui avaient fait l'Indochine et qui après étaient envoyés en Algérie. Et donc, il y avait une caserne d'engagés à Enafard, au chef-lieu, et toi, tu faisais les va-et-vient. Comment tu te déplaçais À pied. À pied. À pied, du douar jusqu'au... Parfois, je prends, on avait des giments. Je prends un giment, quand il y en a trop. Ouais. Tu prends un giment? Je prends un giment pour amener la marchandise. La marchandise. Et alors... C'est pour ça, le gars qui m'a dit... Mais t'achetais, pardon, pour comprendre, quand tu vas au chef-lieu, t'achètes où? Dans une épicerie? Oui, dans une épicerie. L'épicerie, c'est un Algérien. Et l'Algérien, quand tu viens faire les courses, il comprend que c'est beaucoup et tout. Bien sûr, tout le monde comprend, bien sûr. C'est pour ça, un militaire, il m'a dit... Alors l'engagé, justement, quand tu fais tes courses, un engagé venu chez toi te parler, parce qu'il voit tes va-et-vient, là, il est venu, il t'a interpellé, il t'a dit quoi, le militaire? Le militaire que je t'avais dit avant, mais c'est un jeune. D'un seul coup, il m'a suivi, quand je suis sorti du magasin, il m'a suivi, il m'a dit, tu vois, tu as beaucoup d'invités. Hein? J'ai dit, quel invité? Moi, j'ai une grande famille. Hein? Il m'a dit, non, c'était des invités. On avait peur de ça, ça va, c'était bien passé. Il vous a pas vendu, t'as pas vendu? Non, ils ne sont rien fait. Il y en a beaucoup qui sont mariés à Aïnafar, parce que la caserne était à Aïnafar. Il y en a qui sont mariés, ils sont demandé les gens, quelqu'un, il a une fille, il la demande, il se marie avec Belhalal et tout. C'était bien passé, quoi. Oui, c'est important ce que tu dis, parce que ça montre effectivement l'état d'engagement très vite du peuple algérien, c'est-à-dire ces engagés qui étaient envoyés sur le théâtre de l'Indochine, qui pour certains ont vécu Dien Bien Phu, donc et ont vécu la victoire des Indochinois, ont vécu cet engagement en Indochine. Ils ont fait leur éducation politique, c'est-à-dire que quand ils étaient envoyés en Algérie, là tu as un exemple très, très parlant, parce que toute une caserne qui était là, ils voyaient bien ce qui se passait dans le village, ils étaient là pour surveiller que ça n'arrive pas. Et ils ont laissé faire, en fait. Ils ont laissé la population aider les Moudjahidines. Ils ont fermé les yeux, en fait. Oui, ils ont fermé les yeux. Heureusement, il n'y avait que des Algériens. Il n'y avait pas des Gaouris avec, là. Mais je répète, ces gens-là étaient dans l'armée française, engagés dans l'armée française, mais
ils n'ont pas fait de mal. Non, ils ne sont pas vus de mal. Non, non. Et même, Il a payé là, il a payé chez moi. il y avait un encadrement d'engagés algériens. Et pendant toute cette période que toi, tu as connue, où tu as ravitaillé les Moudjahidines, ces engagés n'ont jamais Non, ils vendu. ne sont pas jamais donné personne. On avait peur d'eux. Mais, alhamdoulilah. Et donc, ça démarre en 54. Et de l'année 54, 55, 56, ça se passe à peu près bien. Les Moudjahidines peuvent rentrer, arrivent du Maroc. Ils viennent se ravitailler, ils s'arrêtent. Le Ghada est un lieu où ils s'arrêtent, où ils vont se ravitailler. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire de plus entre tes missions? Les missions, c'est quoi la mission? Je monte à Ain Afar, je fais les courses. Okay. C'est pour ça, là, le militaire, il m'a dit, ah, tu as beaucoup des invités. Parce qu'il me voit toute la journée, parfois, je monte à Ain Afar 3-4 fois. Chaque fois, le Moudjahidine vient, il faut qu'il mange. Hein. Ouais. Il faut qu'il mange, il se repose. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et après, il a commencé à avoir des accrochages avec l'armée française dans la région, des batailles. Il y avait la bataille de Zahana, notamment. Oui, Zahana, oui. Ouais, Zahana, c'est le début déjà. Ouais, c'est une ville. 54, 56, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait une grande bataille là-bas. Une grande bataille. Il y a beaucoup de morts. Ouais. Zahana, c'est à peu près quoi? C'est 30 km de chez vous? Hein? Zahana, c'est 20 km? Ouais. Non, même pas. Même pas, hein, parce que c'est la ville principale. Non, on va à Ain Afar. Moi, je l'ai fait à pied. À Ain Afar, Zahana. Ouais. Mais il y avait une grande bataille à Zahana. Ah, il y a une grande bataille, il y avait beaucoup de morts. Mais les deux côtés. Hein. Ouais. Donc là, la guerre est montée en intensité entre 54 et 56. Petit à petit, la guerre monte en intensité. Ouais. Voilà. Mais au début, les Français nous appelaient les Fellous. Parce qu'ils croyaient que c'était un petit groupe, mais après, quand ils ont vu l'organisation et tout... Ce qu'on comprend, d'après tes dires, c'est que toute la population était informée, toute la population travaillait avec la Révolution, tout le monde payait. Il y avait un seul qui travaillait avec la France, que je le connais très 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 bien, il s'appelle Ammar. Il vit avec sa mère. Moudjahidines sont venus chez mon cousin. Il y en a 4 Moudjahidines qui sont habillés en gendarmes français, de tenue gendarme français. Ils étaient chez lui, c'est celui-là qui travaille avec la France. Ils étaient chez lui, il a dit, ah, tu viens avec nous, on a besoin de toi et tout. Ils sont présentés comme Moudjahidines. Comme l'armée française, je veux dire. Comme des gendarmes français. Okay. Ils faisaient les tenues gendarmes français. Il a dit, on a besoin de toi et tout, tu viens avec nous au village. Et là, quand il a sorti tout, il a dit, ouais, moi justement, j'ai une liste, il avait une liste de 60 personnes, je crois, pour le donner à la France. Et il a donné tout, il l'a emmené. Quand il est venu, il a trouvé une moudjahidine, il rigolait et tout. Alors là... Et avant de partir, chez mon cousin, ils l'ont chargé commandant. Parce que quand il vient du Maroc ou de la Tunisie, il amène les munitions pour 6 mois, les armes et tout, les habits, comme l'armée française, les habits, les tenues et tout, des sacs et tout. Quand il a trouvé ça, alors voilà. Ils l'ont chargé commandant. Il a dit, écoute, quand il dit, voilà, je ne peux plus, je suis fatigué, on te prévient, on n'est pas comme ça. Ça ne fait pas rire, ouais. Je me battrai à sa place. Ben, c'est comme ça. Ils ont fait 3 ou 4 kilomètres d'après moi. Et après, l'État, si elle a fait ce que vous voulez, je ne peux plus. Ben, il a été exécuté. Ouais. Il était égorgé. Ouais. Donc ça, c'était il s'appelle Ammar, je me rappelle. Ça, c'était un traître qui travaillait contre la Révolution, contre les résistants. Oui, il était travaillé avec la France. On voit bien que ce qui se passe de cette période de 54 à 56, c'est le travail politique auprès des habitants, l'organisation logistique, pour recevoir les résistants qui arrivent dans l'Oranie, qui arrivent du Maroc, donc des bases de Oujda, Nador, qui arrivent dans la région, qui montent des maquis. Et donc, bien sûr, en l'occurrence, l'armée française va monter en puissance. On estime, et ce n'est pas une estimation, c'est réel, il y a plus de 550 000 soldats français qui sont mobilisés en Algérie. Ouais. C'est toute une génération qui ont été appelés là-bas. C'est donc une vraie guerre. Et donc, voir comment vous l'avez vécu, vous, dans cet arrière-pays oranais, dans la mesure où on va voir là que l'armée va réagir de manière extrêmement violente pour tenter de couper
les populations rurales qui nourrissaient et qui servaient de relais logistique aux résistants, de couper les populations locales de la résistance. Comment ils vont vous chercher à vous terroriser, à vraiment vous terroriser pour que tous ceux qui travaillent avec la révolution, ben, la condamnation, on va le voir, c'est la mort sans forme de procès, sans forme, évidemment, de procès équitable. Alors, il y a deux événements, on va parler des événements, uniquement des événements que toi, tu as vécu de tes yeux. C'est-à-dire que tu as été témoin oculaire, vécu, on ne va pas parler de tout ce que tu as entendu, de tout ce qui a été rapporté, parce que ça va. On va parler que de ce que toi, tu as vécu directement. Donc, on peut parler déjà de ce moment douloureux. À un moment, toi, tu es en déplacement à Oran, c'est ça, et tu reviens de Oran en car, donc 40 km de distance, pour revenir à El Ghada, et tu as un passager à côté de toi qui est membre d'une famille très connue dans le... Ouais, 7 frères. 7 frères. Très riches. Chacun, il a sa ferme. Chacun a sa ferme. Donc, c'est 7 frères qui exploitaient chacun leur exploitation agricole. Donc, des Algériens, des autochtones, et qui avaient la particularité de travailler avec la Révolution. C'est-à-dire qui étaient engagés auprès de la Révolution. Et donc, je te laisse raconter l'histoire de ces 7 frères et de leurs enfants. Écoute, ces frères-là, personnellement, je ne les connais pas, parce que c'est un peu loin de chez nous, quoi. Ils s'appellent Tahria. Mais j'ai 7 frères, chacun il a sa ferme. Ils sont très, très riches. Et tous, ils travaillent avec les FLN. Ils nourrissent et tout. Et la France, il y a quelqu'un, c'est une femme, qu'elle travaille avec, son gendre, il travaille avec la France, et sa belle-mère, qui est lui dans le... Parce qu'elle habite avec Tahria. Et elle voit tout, quoi. Alors elle est employée là-bas. Hein? Elle était employée, cette femme. Elle était employée chez eux. Non, elle n'était pas employée. C'est une femme, son gendre qu'elle était... c'est ce gendre qui travaille avec la France. Ah. Alors elle était fonctionnaire. Elle lui donne les renseignements et... Ok. Eh ben, moi j'étais à Oran. Et j'ai pris le car d'Oran pour aller à Ghada. Et il y avait un monsieur qui était assez à côté de moi. Je ne connais pas. Quand on est arrivé à la Cado... Alors la Cado, pour savoir, c'est un lieu là-bas qui s'appelle la Cado. C'est une cimenterie, en fait. C'est une usine de ciment qui s'appelle la Cado, juste pour préciser. La Cado, c'est une grande usine de ciment. Oui, c'est ça. On a descendu là. Et puis, on descendu ensemble. D'un seul coup, il y avait un monsieur qui l'attendait. Ils ont dit, ce monsieur qui était avec moi dans le car. Il a dit, où est-ce que tu vas? Il a dit, ben, je vais à la maison. Il a dit, mais qu'est-ce qu'une maison? L'armée française, depuis ce matin, ils sont encerclés. Ils ont ramassé tout le monde. Et puis, je te préviens, il ne faut pas y aller tout de suite. Parce que ça, l'armée française, il est encore dans le village. Il a compris. Il a commencé à chialer, pleurer. Je m'a fait pleurer avec lui. Et parce que vous connaissez la sentence, le résultat, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ben, ils ont ramassé tout le monde. Ils ont tué je ne sais pas combien de personnes. Ils ont pas, parce que les Touaregs là, ils ont, ce qui paraît, l'armée française, ils les ont passés, ils les ont donné leur nom. C'est-à-dire, c'est eux qui nourrissent les Moudjahidines, quoi. Et ils ont un garage, à ce qui paraît, il fait 25 mètres dans marchandises. Et c'est-à-dire, ils font les courses une fois par mois, ils téléphonent à Oran, grand magasin Oran, et ils les amènent en semi-remorque, plein. Le garage, il est toujours plein pour les 7 frères. Ils font leurs courses là-bas. Et quand l'armée française est venue, il a vu ça. Ils les ont donné le nom, le doc de Fallaga, le doc de Fallaga. Et toute la marchandise qu'ils ont et tout, ils ont tué tous. Tous, c'est-à-dire toute la famille? Oui. Tous les hommes? Juste celui-là qui était avec moi au rang, et puis il a pris le car. Quand il est descendu à la Cado, le pauvre, on a descendu ensemble d'ailleurs. Et il a trouvé une personne, il a attendu, il a dit, écoute, là, je te préviens, il ne faut pas aller au village maintenant. Et l'armée française est encore là-bas. Il ne l'a pas dit qu'ils ont tué ta famille et tout. Et toi, vous avez entendu après que toute la famille a été massacrée, tous les hommes? Mais il a compris tout de suite que sa famille était massacrée. Il a commencé à chialer. Vous connaissez la sentence. C'est-à-dire ils ont tué les frères et leurs enfants? Ils ont tué, pas des enfants, mais ils ont tué de 16 ans jusqu'au vieillard. Ouais, de 16 ans jusqu'au vieillard? Ouais. Non, jusqu'à 14 ans. De 14 ans jusqu'au vieillard. Ils ont tué tout le monde? Et tout le monde.
C'était la règle. Ah, ouais. S'ils attrapent, C'est s'ils ont la comme ça. preuve, ils attrapent la moudjahidine chez toi, ils exécutent tous les hommes. C'est comme ça. Si tu trouves quelqu'un chez toi, c'est foutu. C'est foutu, c'est-à-dire, ils faisaient quoi? Il tue toute la famille. Sur place. Mais bien sûr. Donc, quand Jean-Michel Apathy dit que les méthodes nazies qui étaient appliquées étaient inspirées d'Algérie, c'est tout à fait vrai. C'est des méthodes d'exécution de masse. L'armée, Exactement. on comprend pourquoi 600 000, 550 000 mobilisés en Algérie sont revenus et jusqu'à présent décidé de se taire. Parce qu'ils avaient des ordres qui étaient celui-là. C'est-à-dire que quand il y avait une preuve que les moudjahidines étaient dans ce village ou qu'ils étaient hébergés, la règle, c'était de tuer tous les hommes. Ouais. À partir de 14 ou 16 ans, De 14 ans jusqu'à la vieillesse. tout le monde était tué. Ouais, tout le monde exécuté. Ouais. C'est comme ça. Donc ça, c'était un des premiers événements marquants de massacre de civils dans le secteur. Et il y a eu un deuxième événement dont tu as été directement témoin, c'est l'encerclement de Vaudoir, de Gada et de tous les douars de Gada. Ils ont encerclé une fois avec les chars. Ils sont venus pour détruire le village. Il y avait 3 chars, juste en face du village. Ils sont venus vraiment pour descendre. Après, ils nous ont ramassés tous. Tout. L'armée De française. petits jusqu'aux l'armée française, de petits jusqu'aux grands. Ils nous ont emmenés à Ainafar. Et là, le colonel, il a parlé, il a dit, oui, si on aurait trouvé un seul fallaga, à qu'ils disent des fallagas, un seul fallaga au village, on aurait détruit tous les villages. Et c'est pour ça qu'ils venaient avec 3 chars. Tu te racontes? Un char, il avait à 25 mètres de notre maison. 25 mètres. Premier bombe. Et malheureusement, avant d'arriver, il y a un cousin à moi, il était à Saint-Denis-du-Sig. Tu as entendu parler. Oui, oui. Sig, c'est Et une puis petite ville à côté. le car, il arrive à 8 h du matin à Ainafar. Il est descendu à Ainafar, il a trouvé des militaires comme ça. Il se préparait. Il est venu comme un fou, il est venu en courant. Tous les moudjahidines, ils étaient chez lui. 3 moudjahidines, je crois. Et il est rentré au village, il a dit, aujourd'hui, ça ne va pas. Ainafar, là, il est tout noir par l'armée française. S'il y a un moudjahidine là, il faut qu'il parte. Il y en a un, il a dit, ils sont chez toi. C'est vrai, il y avait 3 moudjahidines chez toi. Et sa maison juste à côté de la nôtre. Heureusement, il est rentré, il a dit, écoutez, aujourd'hui, ça ne va plus. Il y a quelque chose qui cloche. Ils sont sortis du village, ils ont fait 50 mètres à peu près, 100 mètres. Il est parti un mec avec eux, parce que c'était des nouveaux. C'est la première fois qu'ils sont venus au village, ils ne connaissent pas la route. Il est sorti avec eux. Ils sont sauvés, ils sont sortis du village. Dès qu'ils sont sortis du village, il y en a un char qui apparaît par là, l'autre là-bas, 3 chars. Ils sont venus pour vraiment détruire le village. Et ils sont sortis. Alors, les 3 moudjahidines sont... C'est ce jour-là qu'ils ont pris un autre agent de liaison qui avait ton âge, qui s'appelle Miloud. Tu sais, Miloud, ouais. c'est ce jour-là qu'ils l'ont tué? Non, mais ce jour-là, ils l'ont tué. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu des morts ce jour-là quand même. Il y a des gens qui ont été tués ce jour-là. Et là, arrêté Mskin, il est venu pour s'inscrire pour le travail. Miloud, là. Mais c'est vrai, il travaillait. Il venait avec le moudjahidine parce que leur village était avant le nôtre. Le moudjahidine vient d'abord chez eux et lui, il vient avec eux. On se raconte chez mon cousin. Il amène le moudjahidine chez mon cousin, chez le Parisien. On s'en raconte tous les jours presque. Et ce jour-là, il venait à Ainafar pour chercher le travail. Il est tombé avec les militaires, ils ont demandé le papier, ils ont trouvé son nom chez eux. Il y en a un qui a donné le fil. Ils l'ont tué, Mskin. Ils l'ont amené chez nous d'abord. Ils l'ont amené chez nous, ils l'ont amené chez le Parisien. Il a dit, tu connais, ils l'ont présenté, il a dit, tu connais celui-là? Il a dit, non, je ne connais pas. Et puis, tous les jours chez lui, on se rencontre ensemble. Donc il n'a pas dénoncé? Il a dit, non, je ne connais pas. Il n'a pas dénoncé, il a dénoncé personne. Il s'appelle Miloud, c'est mon âge. Et après, ils l'ont tué, à la fin. Quand il l'a amené chez le Parisien, il a dit, non, je ne connais pas. Tu m'avais dit, ils lui ont mis un casque sur la tête. Heureusement, mon Parisien, il a donné, pour la Révolution, on l'appelle tous Boulahia, parce qu'il avait un barbu juste ici, Boulahia. Le barbu en arabe.
Alors, quand Méloud, ils l'ont amené chez mon cousin. Il a dit, tu connais celui-là? Il a dit, non, je ne connais pas. Il a dit, c'est toi Abou Lahia? Ils ont parlé avec mon cousin. Mon cousin, il a dit, moi, je m'appelle Abou Lahia, je m'appelle Ben Abdelkader Ahmed. Mon nom, Abou Lahia. Parce que le mec qui l'a vendu le fil, il a dit Abou Lahia, Barbie. Parce que tout le monde l'appelle, c'est ça qui l'a sauvé la vie. Mais quand même, à la fin, ils l'ont tué quand même. Mais moi, j'étais en France quand ils l'ont tué. Ouais, ça, on en parlera après. Mais ce jour-là, quand ils ont tué Miloud, là, tu m'as dit, ils lui ont mis un casque sur la tête, avec les clous. Avec les clous. Il tapait dessus et puis il avait comme ça, les sons. Donc les sons qui coulent sur les yeux. Donc ils l'ont torturé avant de le tuer. Bien, ils l'ont torturé avant de le tuer. Il y en a un, il a passé à côté de lui, et lui, il était dans le camion de l'armée, attaché comme ça, et puis avec le casque. Alors il a dit que ce monsieur, il a passé à côté de lui, il a dit, tu dis à mon père qu'il se sauve, il le cherche. Miloud. Il a dit comme ça, un mec dans notre village. Il lui a dit, tu vois, mon père te le dit, il se sauve parce qu'il le cherche. Son père, il s'est sauvé, il a entendu. Ils l'ont brûlé, il avait un magasin, ils lui ont brûlé le magasin, toute la marchandise. Ils n'ont rien laissé, lui, il s'est sauvé. Mais son fils, ils l'ont tué chez nous, Miloud. Et ce jour-là, ils ont tué d'autres personnes ce Ouais, jour-là? ils ont tué beaucoup de monde. Beaucoup de monde? Oui, ils ont tué un... Tous ceux qui étaient sur la liste, c'est ça? Oui, bien sûr. Ils ont tué un, personne ne le connaît. Il était juste dans le rassemblement que nous avons remplissé. Il y en avait... Personne ne le connaît, je ne sais pas, c'est un moujahid ou bien c'est un commerçant, je ne sais pas. 3 jours après, les ouvriers l'ont trouvé ils l'ont amené dans un endroit vide. Ils l'ont tué, il s'est fait manger par les chacals. Par les chacals, il s'est fait manger. D'ailleurs, le corps de Miloud, vous l'avez cherché la nuit, c'est ça? Ah, Miloud, moi j'étais tout de suite au village, chez lui. J'ai dit, voilà, Miloud, ils l'ont tué chez nous, venez ce soir, on va le chercher. Alors le soir, ils sont venus, Msakin, et je les ai amenés, les Miloud. Ils l'ont amené, Msakin, ils l'ont enterré. Donc, il y avait, encore une fois, il y avait des exécutions de civils, parce que Miloud, c'était un jeune de 16 ans, c'est ça? 17 ans, Ouais, 16-17 ans. C'était un agent de liaison, de ravitaillement, machin. Ouais, ravitaillement. Donc, ces gens-là n'étaient en aucun cas... L'armée française avait des ordres qui venaient des politiques, qui leur donnaient carte blanche. En aucun cas, il y avait des procédures d'arrestation, d'interrogatoire pour être présenté à la justice. La règle, c'était l'exécution sur place. L'exécution tout de suite. Sommaire, sans forme de jugement. Mets-le tout de suite, on quitté Mskin. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués ce jour-là. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués ce jour-là dans le... Ouais, il y en avait un monsieur, je te dis, un monsieur que personne ne le connaît. Je ne sais même pas de ce qu'il est venu. C'est un monsieur, un costaud, bien habillé et tout. Ils l'ont emmené dans un endroit, ils l'ont tué. Il s'est fait manger par les chacals. Ouais. 3 jours après, il y a un ouvrier qui l'a tombé dessus. Alors, ils l'ont enterré sur place. Les ouvriers l'ont enterré. Alors, parmi les gens de la tribu, donc la tribu, elle est disséminée sur plusieurs douars. Il y a beaucoup de gens qui ont pris les armes et qui sont montés au maquis. Parce que rester dans le douar était devenu très dangereux. On le voyait, ils peuvent arriver d'un moment à l'autre. Ils exécutent les hommes. Donc, il y a notamment ton frère, Ahmed, donc frère, qui a pris le maquis, qui a rejoint la révolution. La révolution. Donc, les hommes sont engagés pour monter au maquis. Il y en a beaucoup qui sont montés, ouais. Donc, au village, il restait quoi? Il restait les jeunes, les vieux, les femmes? Les bébés et des femmes. Mais la plupart des hommes qui étaient en âge, ils prenaient le maquis. Mon père, quand ils sont venus, je me rappelle, ils sont rentrés. Il est venu 2. Il y en a un engagé et un appelé. Parce qu'un jeune, ça se voit, c'est un appelé. Gour, c'est de Français tous les 2. Alors le vieux, il est venu, il est rentré à la salle à manger, je me rappelle. J'étais avec ma mère. Alors elle a dit les papiers. J'en ai donné le papier, moi et ma mère. Et mon père est allongé comme ça. Ils n'ont rien demandé, ni papier, ni rien. L'engagé, il a fouillé partout. Il a fouillé quelque chose. Chaque chose, il la prend et le met à sa place. C'est-à-dire qu'ils ont fait travailler proprement. Et après, un jeune, il était dans les autres pièces. Après, il est venu aider son copain. Il est rentré là où on était. Et après, le fusil,
il voulait pousser mon père parce qu'il dormait. Et l'engagé lui a dit, laisse-le tranquille. Comme ça, il l'engueulait. Laisse-le tranquille. C'est un gars vraiment sérieux. Et il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y en a, chez nous, le même village, ils ont mélangé le semoule, ils l'ont mis la croix dessus. Ils ont mélangé l'huile d'olive avec n'importe quoi. Tous les réserves, les réserves de nourriture. Tous les réserves de nourriture, ils ont sali. Immangeable. Chez nous, voilà. De mon père. Je te dis, nous, ils ont rien touché, ils ont fouillé proprement, bien tranquille. Si je comprends ce que tu veux dire, tu veux expliquer que dans l'armée française qui était mobilisée là-bas, il y avait encore une fois énormément d'hommes, il y avait des gens qui menaient des exactions contre les civils, et il y avait des officiers qui étaient des officiers d'honneur qui refusaient de faire le mal et tout, comme l'exemple de cet officier, voilà, il y avait une minorité de gens qui refusaient comme lui de mener des exactions contre les civils. Mais en général, c'était la violence qui s'appliquait tout de suite. C'est la violence, la plupart, la violence. Ouais. Mais il y en a des gens bien, comme celui-là qui est chez nous. Je te dis, laisse-le tranquille. Parce que l'autre, il voulait le réveiller, quoi. Il ne dormait pas, seulement il s'est allongé. Il s'est allongé parce que... Et tous ceux qui s'engageaient dans la résistance, tous les hommes qui s'engageaient dans la résistance, ils avaient une espérance de vie très courte. Les gens, quand tu partais à la résistance, tu étais sûr de mourir. Oui. La morale y suit partout. Partout, ouais. Partout. D'ailleurs, le Parisien, il a été tué. Nous, je te dis franchement, on aurait gagné la guerre. Dans 2 ans, là, on aurait gagné. Mais qu'est-ce qui nous a retardé pendant 8 ans? C'est l'aviation. L'aviation, il vient, il bombarde les villageois, il bombarde, c'est ça. Autrement, si tu parlais de l'aviation, parce que l'aviation, c'est une arme terrible. Il vient de loin, il y a des bombes là sur le village et tout. Enfin, c'était pas arrivé chez nous. Ils n'ont jamais bombardé avec les avions, mais il vient la nuit avec un avion, il lâche des bombes de lumière. Des bombes éclairantes. Oui, une aiguille, tu la vois. Il jette des bombes comme ça, il te voit, ça éclairait pendant 2 kilomètres par 2 mètres carrés. Tu jettes une aiguille, tu la vois. Cherchez le Moujahidine, quoi. Et Rabbi Azza wa Jalla, il nous a, pendant 8 ans, on y en vient, quoi. Ouais. Et le Parisien, ils l'ont tué. Le Parisien, ils l'ont tué, mesquin, oui. Chez lui, dans sa maison. Lui, ils s'en foutaient, ils les ont insultés. Mais justement, pour parler de ça, pour parler encore une fois, là, c'était une exécution sommaire. Il était exécuté sans forme de jugement. Ils l'ont sauté devant sa famille. Désarmé. Dans la cour où est-ce qu'il habite. Désarmé. Devant sa famille. Ouais. Bien sûr, désarmé. Une exécution sommaire. Oui, ils l'ont exécuté. Une balle dans la tête devant sa famille, devant sa femme. Et son fils, Tayeb, il était jeune d'ailleurs, et sa fille. Non, c'est important ce que tu dis parce que ça permet effectivement puisque lors des accords d'Évian, comme on va en parler, c'était l'amnistie générale pour qu'il n'y ait pas de poursuite, parce que ce que tu qualifies là, ce que tu expliques, ça s'appelle des crimes de guerre. C'est-à-dire qu'en période de guerre, une armée régulière ne peut pas exécuter des civils, ce qui sont considérés comme des civils, puisque le Parisien, ce n'était pas un homme armé, c'était un homme qui organisait toute la planification de la logistique des Moudjahidines. Il a été tué de façon désarmée, dans sa maison, devant sa famille. Ça s'appelle une exécution sommaire, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Ouais. Et c'était la norme. Ils n'étaient pas suivis. Ils n'étaient pas suivis. Regarde les généraux, 5 généraux, ils ont vu la révolution, ils n'ont pas voulu l'indépendance, ils ont voulu tuer De Gaulle. Et il me semblait... Qu'est-ce qu'il avait essayé, Charles? Je crois qu'il était 5 ou 6 mois en prison, après l'on l'a. Tu fais référence à la tentative de coup d'État qu'il y a eu à Alger par des généraux dissidents, mais ça, c'est une autre page, on va en parler. Mais restons sur, encore une fois, les événements dont tu as été témoin, toi. Donc toi, tu as été témoin de toutes ces exactions, et encore une fois, pour revenir, il y a eu beaucoup de cousins, dont tes frères, qui ont pris le maquis. Il y en a un qui est parti à Oran, qui a été Fida. Fida, ça veut dire résistant dans la ville. Et Ahmed, lui, donc on parle de Qadour, celui qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et Ahmed, il a pris la montagne. Ouais, il a pris le maquis. Et donc, il a été tué au maquis. Voilà. Moi aussi, je voulais monter à la montagne. Et toi, tu étais le plus jeune. Et c'est ton père qui a refusé. Oui. Alors, autrement, je voulais monter.
on va voir la suite justement de l'histoire, c'est que, parce que ce que vous avez vécu est très représentatif de ce qu'ont vécu les populations locales, les populations rurales, pardon, en Algérie, c'est qu'à un moment donné, à partir de 58, il y a des nouvelles directives qui sont une intensification de la guerre, paradoxalement avec l'arrivée de De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle, en l'occurrence, au moment de son pouvoir, contrairement à ce qu'on raconte, c'était pas une baisse de l'intensité, c'était une augmentation des moyens pour écraser la résistance. Et avec des opérations qui consistaient à couper le maquis de la population, que la population ne peut plus nourrir le maquis. Et donc, ils vous ont donné... c'est ce que vous voulez faire. Ils vous ont donné un ultimatum, comme ils ont fait partout en Algérie, parce que c'était les Rocard, anciens ministres. Et, Pour ça, on a rentré à Oran. Ouais. Alors, Parce Rocard... ils ont voulu détruire les villages, ils ont dit personne n'est resté ici. Voilà, on va en parler. La politique, c'était quoi? C'était les camps de regroupement, les camps de concentration, qui consistaient à regrouper tous les villageois dans des camps de concentration, donc des millions de déplacés, centaines de milliers de déplacés dans les camps de concentration, dans des conditions tout à fait précaires, entourés de barbelés, et que toute la zone en dehors des camps de concentration était considérée comme des zones interdites. Zone interdite, ça veut dire tir à vue. Ça veut dire que même un berger, il n'y a pas de sommation. Tout ce qui est en dehors du camp de concentration est de fait considéré comme un rebelle, exécuté sur place. Donc, l'armée française est venue, vous a fait un ultimatum, tu vas raconter ça, cet ultimatum, ils vous ont dit, vous avez combien de temps pour quitter le village? Ou alors quitter le village, ou alors être raflé dans les camps. Ils vous ont donné combien de temps? 24 heures, il faut que vous quittiez le village. Et vous aviez des terres, vous aviez des animaux. On avait des animaux, tous les animaux. Nous, on a vendu les animaux, ça va. Quand il avait le temps, on a vendu, on avait des vaches et tout. Mais il y en a qui ont laissé tous les chevaux, leurs vaches et tout, comme ça. Vous aviez 24 heures pour prendre vos dispositions avant d'être raflé. On ne trouve personne ici. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Nous, on est rentré à Oran. Vous êtes allé à Oran. On est rentré à Oran parce qu'il y avait Mira déjà qu'elle habitait là-bas. Mira, c'est ta sœur, ma tante. Oui, ma sœur, son mari et tout. Alors, on est rentré à Oran. Donc, en 58, vous avez été déraciné. Vous avez été obligé de quitter votre ferme, vos terres. Ouais. En précipitamment, vous avez eu 24 heures pour ça, pour partir à Oran, et vous avez tout laissé derrière vous. Tout. Donc, avant de passer à la période à Oran, vous êtes arraché de votre terre pour partir à Oran obligatoire, parce que sinon, il y a les camps de concentration. On va revenir sur d'autres épisodes. Donc, on a vu que ça avait des exécutions sommaires, que tous ceux qui étaient accusés de près ou de loin de travailler avec la résistance étaient exécutés sur place, sans autre forme de procès. Alors, il y avait ce qu'on appelle les indicateurs. Il y avait les indicateurs, il y avait les harkis. Il y avait les harkis, oui. Voilà, donc ça a rajouté à la pression, parce qu'en dehors de l'armée française qui était là, qui menait des rafles, il y avait sur place des gens qui étaient des Algériens, des autochtones, et qui, par intérêt, on va en discuter, on va essayer de comprendre, ont choisi de travailler activement avec la France, avec le système colonial. Donc, on va parler des indicateurs. On va séparer les deux choses, les indicateurs et les harkis. Les indicateurs, c'est des gens dans la population qui donnent, qui vendent, en fait. Comme celui-là que je te dis. Alors, parle par exemple d'un exemple. Tu as un exemple précis d'un indicateur? Oui, celui-là que je te dis que l'ont tué. Il avait une liste pour donner à l'armée française. Ah, oui. C'est pour ça qu'ils sont venus du Maroc, là, qu'ils l'ont arrêté. Ils ont habillé de gendarmerie française. Ah oui, ils l'ont piégé. Tenue, képi, tout, j'étais chez lui. Et lui, il croit que c'est la gendarme français. Ils l'ont piégé, oui. Oui, ils sont piégés. Ils lui ont dit, ah oui, tu fais attention. Des fois, est-ce qu'il paraît à des fallagas et tout. Il a dit, oui, justement, j'ai une liste. Il avait une liste, je ne sais pas de combien de personnes, pour le donner à l'armée française. Ouais. Alors, il l'a amené avec chez mon cousin, chez le Parisien. Quand il est rentré, il a trouvé le moujahidine en train de rigoler, parler et tout. Ouais. Donc, oui, ça, tu as raconté l'histoire, on l'a détaillé. Il y a un autre indicateur dont tu parlais qui était le fils de la tante de ta mère. Oui, c'est le fils de la tante de ma mère. Ouais. Allah yarhamha. Il habitait dans un autre village. Un peu loin, oui. Ouais. Dans les 3 kilomètres. Et lui, c'était un indicateur. Un indicateur, 100%. Son fils, à 16 ans, il s'est engagé à Ain Afar. Il est venu même chez sa tante. C'est ma tante. Il s'est engagé dans l'armée française. À 16 ans, ils l'ont pris. Et son frère, c'est pareil. Il s'est engagé dans l'armée française. Ils étaient à Ain Afar.
où est-ce qu'elle habitait ma tante. Ok. Ouais. Et donc, leur père, il était venu chez vous rendre visite à... Il était de la famille, donc il est venu vous rendre visite. Et c'était un indicateur. Ouais, il est venu nous rendre. Il vient chaque année parce qu'il est pauvre comme tout. Mais ben, on lui donne dans chaque année, on appelle ça. C'est normal. Ben, on lui donne un canto de blé. Hein. Chaque année, il vient. Et c'est un indicateur. Il a commencé avec la France tout de suite. Là, Comme lui, comme son frère, comme... Et comment t'expliques ça? C'est la pauvreté qui le poussait à vendre? Mais c'est pas la pauvreté, c'est Shaitan, la lettre Allah, qui lisait, le remplir. C'est pas la pauvreté. Il y en avait des pauvres, ben, alhamdoulilah, ils vivaient, puis ils sont aidés la FLN au lieu de travailler. Comment tu expliques qu'il y avait des indicateurs qui vendaient leurs frères? Comment t'expliques comment c'est possible? Mais Shaitan, là, il le faisait, c'est le diable. Parce que, qu'est-ce qu'ils gagnaient avec la France? Les Français, ils nous ont sucé le sang, les Français. Justement, on n'a pas parlé de ça, on peut en parler maintenant, c'est le système colonial, ce qu'on appelle le système colonial. Il y a une particularité qui est intéressante, c'est que tu témoignes que les colons dans la région, les colons qu'il y avait dans la région, ils avaient des fermes, des propriétaires terriens et tout, c'était pas des Français de souche. C'est des Allemands, il y en avait 4 frères allemands, à chacun dans sa ferme. C'est des Allemands, il y en a un même, il tapait les Arabes. Mais il est tombé avec un mec, il a complètement abîmé les bras avec le couteau. Donc les quatre grands fermiers autour de chez vous, c'était des Allemands, d'origine allemande. Non, il y en avait 3 frères, c'est des Allemands, les autres, c'est des Espagnols. Des Espagnols. Ouais. Parce qu'à la région Ranaise, c'était des Espagnols. La région d'Oran, il y avait 75% des Espagnols. Tous les 75%, Oranville, hein, ouais, 30% des Arabes. Nous étions moins que les pieds noirs. les Espagnols étaient majoritaires à Oran. Ben ouais, à Oran, il y avait la plupart, c'est des Espagnols. Parce qu'il y a 1 heure entre l'Espagne et Oran, il y a 1 heure par bateau. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai vu ça chez beaucoup d'Algériens. Il y a une distinction quand vous dites la France, vous parlez de la France coloniale, le système colonial français. Et finalement, quand on vous écoute et quand on voit, il y avait peu de liens avec le peuple français. Ouais. Le peuple français, parce que tu l'as connu, le peuple français, parce que comme on va le voir, en 59, tu pars en France. Voilà. Et là, tu vois un peuple qui n'a rien à voir avec les colons que tu as connus en Algérie, c'est ça? Ben oui, bien sûr. C'est très différent. Très différent, bien sûr. Et même donc, on voit les appelés, beaucoup d'appelés qui sont venus en Algérie, qui étaient envoyés, beaucoup de témoignages d'appelés qui par la suite ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? En fait, on défend un système d'oppression Ben oui. injuste. Mais il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai des copains, ils sont partis, les ont emmenés à l'armée française. Une fois qu'ils ont fait l'entraînement, 3 mois, l'entraînement. Et puis, il y en a qui sont prêts les armes, ils sont partis. Là, tu parles des Algériens. Des Algériens, oui. Les musulmans ils qui sont montrés à la montagne, ouais, contre la France, qui ont déserté. Ouais. avec le tunnel français. Mais là, encore une fois, pour revenir de ce dont je fais référence, c'est le système colonial. C'est pour ça qu'on parlait des Européens d'Algérie. Les Européens d'Algérie, il y avait très peu de Français, en fait. Bien sûr, très peu. Bien sûr. Les noms, c'était quoi? Tu te rappelles des noms? Il n'y avait pas des vrais Français. En Algérie, il n'y avait pas des vrais Français. Il y avait des Espagnols, des Maltes, des Corses, toute race mère. Mais il n'y en avait pas des vrais Français. Des vrais Français, ils n'ont pas fait du mal. Hein. Mais qu'on a parce que pareil, ils avaient un bureau, les Français d'Algérie, quoi. Ils ont un bureau. Quoi, il y a un Espagnol qui vient nouveau pour habiter en Algérie, il le convoque, il dit, écoute, n'ouvre pas les oreilles aux Arabes. Hein. Il faut que tu les travailles 12 heures par jour, comme nous. Tu te racontes? Le mec qui travaille chez les colons, je me rappelle, il ne voit même pas ses enfants grandir. Il part à 4 heures du matin, il laisse ses enfants au lit. Il vient le soir, il trouve ses enfants au lit. Il le voit que le dimanche, 1 jour par semaine. La catastrophe. Comment que tu ne vois pas tes enfants grandir? C'était la misère dans la campagne. La misère totale. La misère. Pour nous, c'était la misère totale. Vous étiez préservé, vous aviez des terres, vous exploitiez vos propres terres, mais autour de vous, c'était vraiment beaucoup de misère. Mais bien sûr. Nous on n'avait pas des... Alhamdoulilah, on avait tout ce qu'il faut. Mais ça, tu vois ton voisin, là, il crève de faim. Comment que tu peux manger? C'est impossible. Et toi, quand tu étais enfant, tu as un souvenir de la c'était pas la peste, mais c'était la fièvre, je crois la fièvre typhoïde. Elle a tué beaucoup de monde. Il y avait une grande épidémie. Qui? Dans les années 30, quand tu étais jeune. La maladie. La maladie. Ouais. Moi, je ne connais pas ça, mais ouais, ils m'en parlaient, mes parents.
Ouais, beaucoup de morts. Mais Il y je crois avait même, une famille à côté de nous. Ils ça sont reste à partis tous vérifier, les mais je crois quatre. le roman d'Albert Camus, La Peste, c'est ça, elle fait référence à Ouais, ces il y en événements. avait une famille à côté de nous. 4 personnes sont parties dans une semaine. Tous les quatre. Donc c'était vraiment la grande misère dans les campagnes. Alors ça se concrétise aussi par un taux d'analphabétisation extrêmement important. Plus de 90% des Algériens ne savaient pas lire et écrire à cette époque. Ouais, c'est vrai. C'est la déscolarisation totale. On dit qu'il y C'est avait vrai, c'est vrai. la mission civilisatrice, il n'y avait rien. Ouais, alors. Voilà. Donc ils ont commencé en 58 à vous scolariser, avec l'arrivée de Gaulle, parce qu'il y avait la SAS, la politique là, de pacification avec des dispensaires, l'école. Et donc vous avez commencé à être scolarisé. Alors toi, tu avais la chance, tu avais un père qui était lettré, justement, alors mon grand-père, Allah yarhamou, qui a étudié la théologie à Fès au Maroc. Ouais. Donc tu peux faire une parenthèse par rapport à son histoire de ton père qui est parti au Maroc pendant... Ouais, il a pris le Coran à Fès, d'ailleurs. Ouais. Il est parti dans quelles conditions, lui? Écoute, il a 2 frères. Lui, Amel Meloud, il a pris le Coran par cœur. Parce que pareil, je ne le connais pas. Il est mort. Et mon père. Alors un jour, ce qui est pareil, mon oncle, il a dit à mon père, toi, tu prends jamais le Coran. Regarde tes chèvres. C'est ce qu'il a fait mon père, il a pris ça, son matériel. Il a dit, on va ses parents, il est rentré au Maroc. Il a fugué. Oui, il a fait. Il est parti. Il est parti combien de temps? Hein? Combien de temps il est parti? 4 ans, je crois, ou 5 ans. Il a pris le Coran par cœur au Maroc et il est rentré. Il est parti à Fès, alors. Fès, ouais. Il a été très bien reçu à Fès, puisque comme c'était en plus un il avait shérif, des amis et tout. Ouais. comme il était shérif et tout, il avait... Voilà. Quand je voyais, il rigolait avec ma mère, elle a dit « Ah, j'aurais mieux marié avec une Marocaine. » Parce qu'il avait l'occasion à Fès de se marier. Ouais. Et donc, il est rentré au village. Il a appris le Coran. Il a étudié au Maroc. Il est rentré... Ouais, il est rentré au village. Il est mort au village. Ouais. Non, il est mort à Oran. Parce qu'on a vu en 59, là, en 58, toute la famille part à Oran. On est rentré à Oran, c'est Ouais. normal, parce que l'armée est française. Le problème, Moujahidine vient la nuit. Moujahidine, il faut les nourrir, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et l'armée française, il veut la journée. Alors, catastrophe, quoi. C'était invivable. Ouais, mais C'était très dangereux. Et donc, il vous donne un ultimatum. On a vu 24 heures pour partir à Oran. Donc, vous partez à Oran. Vous arrivez là-bas à Oran dans des conditions difficiles. Et donc, toi, là, tu es déscolarisé, parce que tu étais scolarisé, tu avais commencé la scolarisation à Al-Ghada. Et donc, voilà, donc cette période d'Oran, tu vas rester quelques mois à Oran, c'est ça? Tu vas travailler? Ouais. Mais écoute, comme je t'ai dit, j'étais au bureau main-d'œuvre. Bureau main-d'œuvre, ils cherchent le travail pour les gens. J'étais au bureau main-d'œuvre. Pour trouver du travail? Pour chercher, trouver du travail. Parce que j'ai arrêté à Garda, j'étais à l'école française et arabe. Je fais l'arabe et le français. L'arabe avec ton père? Voilà. L'école coranique. Oui, c'est mon père qui m'a pris le Coran et en France, j'avais l'école française. Mais quand on est rentré à Oran, alors, pas de école ni arabe ni français. Alors, je suis allé au bureau main-d'œuvre pour chercher du travail. Et comme je t'avais raconté, il y en avait une femme et un homme, c'est des Français, de France. Parce que De Gaulle, il a envoyé beaucoup de Français quand il voulait arranger les choses. Il avait que les pieds noirs des Espagnols, des Maltais, tout. Il profitait sur les Arabes. Ils avaient tout. Et les Arabes de France et d'Algérie, les Algériens, ils n'avaient rien. Il a mené des réformes pour essayer de... Voilà, il y en a crevés de faim. Ils crevaient de faim. Nous, on donne à manger, tous les jours, il y en a des villages, les enfants, ils sont rien à manger. Ma mère, elle se lève la nuit, mesquine, avec les yeux fermés. Elle donne tout. Tout le pain, dans le semoule, elle donne tout. On dit que le code de l'indigénat, ce qu'on appelle le code de l'indigénat, c'est-à-dire vous n'avez pas les mêmes droits que les Français. Pas du tout. Mais dans la loi, inscrit dans la loi, vous n'avez pas les mêmes droits. Déjà, non, on n'avait pas, non. Tu as des exemples à donner des choses que les indigènes, ils n'avaient pas le droit de faire? On sait, par exemple, les indigènes, vous n'avez pas le droit de faire des sports de combat. C'est interdit pour vous. C'est interdit, c'est vrai. C'est interdit. Même l'école. L'école, Farhat Abbas, rahimahullah. C'est un type riche. C'est une famille pharmaceutique. Ils ont des magasins de pharmaciens et tout. Vous allez compter les études.
Il a eu son certificat d'études. Le préfet l'a convoqué, préfet français. Il lui a dit, écoute, j'ai entendu que tu as ton diplôme. Il a dit, ouais, monsieur le préfet, j'ai entendu. Il a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, je continue les études. Il a dit, non, on va travailler. Tu es maintenant pharmacien. Il n'a pas laissé. Il ne laisse pas les Arabes continuer les études. Oui, il y avait pas de musulmans dans les universités. Non, on n'avait pas dit. Donc, Tu fermes la porte, carrément. Ouais, statut de l'indigénat, c'est un code spécifique qui vous maintient en situation de citoyen de seconde zone. Par exemple, vous votez pas, ou vous votez pour un collège d'indigènes qui n'a aucun pouvoir. Exactement. Exactement. On était enfermés. Et donc, oui, arrivé à Oran, il y a ce bureau de main-d'œuvre. Tu disais, il y a 2 Français là qui sont là. Oui, une femme et un homme, parce que De Gaulle, il l'a envoyé quand il est venu en Algérie, il a compris. Il a vu ça. Il a dit d'ailleurs aux pieds noirs, il a dit, ouais, je vous ai compris, je sais qu'est-ce que vous voulez faire. Eux, ils l'applaudissent, ils n'ont pas compris la question. Et lui, il avait la misère. Il avait les Arabes, comment ils vivent. Et il avait les Français, comment ils vivent. Les pieds noirs, pas des Français, des pieds noirs, comment ils vivent. Les Arabes, ils travaillaient pour eux. Il y a un Espagnol, il vient d'Espagne, il ne sait même pas écrire son nom français. Il lui donne 10 Arabes, 11 Arabes qu'il commandait. Il est payé 3 fois plus. Il a le droit de faire un prêt. Nous, on n'avait pas le droit de faire le prêt en arabe. Pas de prêt, pas de banque, pas de... Mais les Français, si. Français, un Espagnol, oui, il y avait la maison ce qu'ils appelaient la maison du colon. Il lui donne de l'argent. La maison du colon, qui leur donnait les terres et tout. Ben oui. Matériel agricole. On était enfermés. Tu crois que je sais, la France, elle n'aurait pas fait la difficulté comme ça entre Français et Arabes? Jamais on aurait fait la guerre sortir là. Jamais. On aurait peut-être resté Français. Mais c'est trop. Trop d'injustice. Non, ils nous ont poussés à fond. Et surtout la Deuxième Guerre mondiale, quand les Algériens sont partis faire la Deuxième Guerre mondiale, ils sont revenus. L'Indochine aussi. Ils ont vu l'exemple. Comme Kalkoul, alors justement, ce serait bien, avant de parler de la période française, où tu es parti en France, on va voir dans quelles conditions, qu'on puisse parler des autres composants d'Algériens, notamment ces engagés qui étaient envoyés, comme ton frère qui avait été envoyé faire la Deuxième Guerre mondiale, et il y a ceux qui sont partis en Indochine. Tu avais l'histoire d'un ami intime, qui était un ami que tu as connu à Strasbourg, qui s'appelle Kalkoul, paix à son âme, lui, il était envoyé en Indochine. Kalkoul, en Indochine, oui. Et il racontait... était engagé, Kalkoul. Il était volontaire. C'était incroyable. Pas appelé, volontaire. Voilà, et son histoire, l'éducation politique, tu peux raconter l'éducation politique parce que les Vietnamiens, ils les enlevaient et ils leur faisaient des cours d'éducation politique. Pour dire, mais pourquoi vous combattez avec la France? C'est vrai, il me l'a dit Kalkoul. Il me l'a dit un autre aussi que je connais. Il m'a dit, une fois, j'étais au restaurant avec le colonel. Le colonel, je ne sais pas où il est parti, il a dit, m'attends ici, dans un café. Il m'a dit, c'est un Algérien qui était dans l'armée française. Il m'a dit, il n'y avait que des Vietnamiens. Et moi, j'étais au milieu. Il m'a dit, il était armé, quoi. Il avait le mitraillette. Il m'a dit, j'ai pris un coin. Et là, j'avais le mitraillette prêt à tirer. Ça, il m'a dit d'un seul coup, et là, il m'a amené à boire sans me demander. C'est quelqu'un, un Vietnamien, qui lui a demandé pour lui. Et après, il est venu chez lui à table. Il lui a dit, tu me permets Il m'a dit, ouais, c'est toi. Il a dit, tu es quoi? Il a dit, je suis algérien. Il a dit, algérien, la France, elle vous commande et vous l'aidez comme ça. Tu es habillé en tenue français. Il a dit, ouais, mais je travaille pour mes frères, mes petits frères. Il a dit, non. Tu as un autre moyen de travailler pour tes petits frères. Ça, c'est en vietnamien, hein? En Vietnam, c'était passé. Il m'a dit, il m'a fait pleurer. Ouais, donc il y a eu une conscience, il y a eu un éveil politique à ce moment-là. L'Indochine a joué un grand rôle. Parce que ceux qui sont revenus d'Indochine, ils ont vu que... Et il y avait la défaite de l'armée française à Dien Bien Phu, qui était une défaite. Ah oui, à Kalkoul, il était. Allah rahmou. Elle était au Vietnam. Ouais, elle était, comment on appelle Dien ça? Bien Phu, ouais, voilà, exactement. La cuvette, la grande exactement. défaite. Il parle même le vietnamien. Oui, il parlait très bien le vietnamien. Ouais. Il parle le vietnamien. J'étais choqué, moi je l'ai vu de mes yeux, une fois, je me rappelle, dans un supermarché à Auchan, à Strasbourg. Il a croisé un Vietnamien, il a commencé à échanger avec lui normal, couramment. J'étais choqué. Il parle le vietnamien. Ouais. C'est cool. Ouais, il y avait beaucoup de tirailleurs algériens, marocains mobilisés en Indochine. Oui, algériens, marocains, tunisiens. Il y avait une éducation politique là-bas.
Donc il y avait une éducation, les gens se sont réveillés à que la France était l'armée française, l'armée coloniale n'était pas invincible, Ah, ouais. qu'ils ont Ouais. perdu là-bas. Donc Et comment? Et comment? l'Indochine, l'Algérie a commencé tout de suite après. Et donc pour revenir donc à ces deux agents de recrutement là, dans le bureau de main-d'œuvre, ils t'ont dit quoi au bureau de main-d'œuvre alors? Eh ben oui, une famille, un homme, ils m'ont fait rentrer dans leur bureau. C'est des Français, hein, des vrais Français. C'est pas des pieds noirs. Il m'a dit, toi, tu es jeune et tout, mais qu'est-ce que tu veux faire ici? Tu peux pas aller en France. Tu as tout payé, le bateau payé, à manger, à boire et tout. Et quand tu arrives à Marseille, tu trouves quelqu'un là-bas qui t'attend. Tu vas prendre un métier que tu veux. Il va me brûler le crâne. Alors j'ai accepté. T'as accepté sur un coup de tête. Je me suis trouvé au bateau. Alors justement, tu vas te retrouver au bateau, on va y revenir, mais quand tu étais à Oran, il y avait, comment dire, il y avait ta volonté de rejoindre le maquis, tu voulais prendre la montagne. Oui, oui, j'étais prêt à aller, c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a empêché? Ben, je ne me rappelle plus, mais oui, j'ai rencontré un moujahid, Abdallah. J'étais à 3, j'en ai mangé ensemble chez mon cousin. Et j'ai dit, écoute, moi, j'ai envie de monter. Alors. Il m'a dit, pas de problème. Tu m'attends un mois, je crois. Si je me rappelle bien, un mois, quand je viens, prépare-toi. Et j'ai entendu plus qu'un mois. Mon avis, je ne sais pas, ils sont morts, parce qu'ils étaient à 2. Non, l'histoire, moi, on me l'a raconté à Oran. Moi, Hein? quand j'étais parti à Oran, quand j'avais 14 Non, mais ans. ça s'était arrivé avec Gladala, avant Je de sais, rentrer à Oran. avant de rentrer à Oran. Mais moi, je connais l'histoire. Moi, je connais l'histoire parce qu'ils me racontaient à Oran. Quand tu as rencontré ce cousin, là, cet agent de liaison, là, machin, c'est Ouais. pas qu'il est mort. C'est que les ordres, ils venaient de ton père, qui les a fait jurer que jamais ils te font monter. Oui, tout est possible. Ouais, moi, je sais, moi, je tiens ça de mon oncle. Je ne me rappelle pas. C'est mon oncle qui m'a raconté, qui m'a dit, ton père, il voulait monter, il a tout fait, mais on a donné les ordres que vous l'empêchez. Vous n'avez pas le droit. Parce qu'il y avait déjà ton frère Ahmed qui a pris le maquis. Ouais. Kadour, il travaillait avec eux activement à la ville. Qu'est-ce qui t'a raconté ça? Kadour, Kadour, hein? oui, ton frère. Il m'a dit, ton père, Ouais, il était moi, bloqué. ce mois-ci, quand je voulais monter, j'avais un rendez-vous avec Abdallah, il s'appelle. C'est un liaison, Abdallah. Un agent de Il liaison. m'a dit, tu m'attends un mois, quand je retourne, prépare-toi. Et puis, voilà. Ils l'ont appris, ils t'ont bloqué, ils t'ont dit non, il ne montera pas, lui. Ils ont dit le Ouais, petit, tu c'est vois, ton père, il a dit le tombé petit, dans vous l'eau. ne le touchez Je pas. ne sais pas, il est mort, je ne sais pas comment que c'était passé. Moi, je te dis, c'est mon oncle qui m'a raconté l'histoire, ton frère. Hein? Ton frère m'a raconté l'histoire. Kadour, hein? Ouais, il m'a dit, ton père, il était bloqué. Il voulait monter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'étais vraiment... Et ton père, il ne voulait pas non plus. Quand tu vois tes frères qui meurent, et toi tu regardes, c'est inadmissible. Et donc, ces Français-là des bureaux de recrutement, ils t'ont dit, parce que toi, tu étais au rang, tu tournais, tu ne savais pas quoi faire, tu veux monter. Ça ne marche pas. Tu as décidé sur un coup de tête de partir prendre le bateau. Voilà. Ok. Donc, je me suis trouvé au bateau. Ok. Alors oui, donc maintenant va démarrer la France, tu vas prendre le bateau sur un coup de tête, puisque Un tu coup vas de même pas tête, prévenir ta c'est famille. Tu peux dire un coup de tête. Sur un coup de tête, tu es parti comme ça directement sur ce bateau. Et c'est ce qu'on va expliquer dans une deuxième partie, l'épopée en métropole, qu'est-ce qui s'est passé en France, comment tu as rejoint la Fédération de France du FLN. Ça, c'est la deuxième partie. Merci à tous et à très bientôt, Inch'Allah. Non, fallait dès que je suis rentré en Marseille, ça y est, j'ai trouvé le moujahid. On va en parler, on laisse ça pour la deuxième partie. Ouais. Voilà, merci et rendez-vous pour la deuxième partie. Portez-vous bien. Inch'Allah. Salam alaikum. D'accord. On se repas un peu de repos, alors. C'est ça D'accord. pour la deuxième partie. À bientôt. Au Inch'Allah. revoir.